Dans cette incroyable expérience, on va vous montrer comment faire une électrolyse de l'eau, aussi appelée générateur HHO. Un petit briefing sur la sécurité. Dans tous les cas, mettez des lunettes de protection, des gants, et pour les détonations, un casque anti-bruit. On va d'abord essayer de faire une flamme en continu avec notre électrolyseur. Ensuite, on va montrer une drôle de mousse explosive. Et on finira par vous expliquer comment ça fonctionne et comment le refaire. L'électrolyse de l'eau permet, à partir d'électricité, de casser la molécule d'eau H2O pour produire du dihydrogène H2 et du dioxygène O2. On fait fonctionner le système pendant 1 seconde et on récupère l'énorme quantité d'énergie contenue dans les gaz. On a créé un embout qui permet de brûler les gaz en direct. La flamme n'est pas bien grande, mais elle est bien plus chaude qu'une flamme de bois ou de gaz naturel. Elle chauffe à plus de 2500 degrés, de quoi faire fondre pratiquement tous les métaux. On compare la flamme d'hydrogène avec une grande flamme de briquet. Une flamme de briquet fait à peine rougir le ressort, alors qu'avec une flamme d'hydrogène, il chauffe à blanc et il devient même liquide. Le contact entre la flamme et le métal est faible, mais pourtant elle est si chaude qu'au bout d'un moment, ça finit par faire fondre le plastique et la colle à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de fabriquer un mini réfrigérant à eau. On fait entrer un peu d'air, et comme ça l'eau se met à couler. Maintenant, au lieu de brûler les gaz au fur et à mesure qu'ils sont produits, on va en accumuler un petit peu et libérer toute l'énergie d'un seul coup. Hop. Pour faire une électrolyse, on ne peut pas utiliser de l'eau pure parce qu'elle n'est pas conductrice. Donc nous on ajoute un peu de soude qu'on trouve facilement dans le commerce sous forme de déboucheur pour canalisation. Les ions HO- présents permettent de faire circuler très bien le courant sans pour autant détériorer les plaques de zinc. Comme on l'a vu, ça fonctionne plutôt correctement avec certains déboucheurs liquides, mais d'autres, comme les déboucheurs gel, contiennent plein d'additifs qui font que finalement ça forme une mousse avec l'électrolyse qui contient les deux gaz. L'avantage de cette mousse, c'est qu'on la voit et qu'elle n'est pas volatile, contrairement au gaz. On peut donc s'en servir pour stocker l'énergie. En quelques secondes, on a déjà rempli le pot de mousse. Maintenant, on va libérer l'énergie contenue dans la mousse. J'en prends une toute petite quantité et on va exploser un demi-litre d'un seul coup. Là, vraiment, ça rigole plus. On va se lancer un nouveau défi. On va remplir cette mallette de mousse explosive. On laisse l'électrolyseur fonctionner. On l'alimente avec une aline de Xbox 360 de récup, capable de délivrer plus de 16 A sous 12 volts. Donc c'est l'idéal pour une électrolyse puissante. Une petite astuce pour mesurer le courant élevé sans pour autant détériorer le multimètre. On a fabriqué une résistance qui fait exactement 0,01 ohm. D'après la loi d'Ohm, quand 1 ampère traverse la résistance, il y a exactement 0,01 volt à ces bornes. Donc ici on voit qu'on a un courant qui est entre 9 et 10 ampères. Au fur et à mesure ça se remplit. Aïe aïe aïe, ça va faire mal ça. Pour allumer l'énorme quantité de mousse qu'on est en train de produire en toute sécurité, on a improvisé un système d'allumage électronique. Pour faire simple, on charge des condensateurs en quelques secondes, puis on libère toute l'énergie en une fraction de seconde. Pour court-circuiter les condensateurs sur l'extrémité de ce fil, on a une très haute tension qui est fournie par un troisième fil. La très haute tension, elle va ioniser localement l'air, l'air va devenir conducteur, et ça va laisser passer le fort courant des condensateurs. Et ça fonctionne même dans l'eau. Ça ira comme ça, on a produit plus de 5 litres de mousse. Le système est en place, on vérifie qu'il fonctionne correctement. C'est bon. C'est bon? Wow. On va vous expliquer comment fonctionne notre électrolyseur. Comme on l'a dit, on utilise de la soude, un composé basique, pour rendre l'eau conductrice.
Surtout, il ne faut pas utiliser du sel, parce que les électrodes se détériorent super vite et en plus ça dégage du dichlore, un gaz toxique. En électrolyse, il n'y a que le courant, c'est-à-dire le nombre d'ampères, qui est proportionnel à la production en gaz. Il faut donc une alimentation capable de fournir un courant important. Qu'en est-il de la tension alors? Eh bien, il faut juste qu'il y ait plus de 1,23 volts aux bornes de chaque cellule pour que la réaction chimique puisse se produire. C'est pour cette raison qu'on utilise plusieurs électrolyseurs en série. Il y en a 4 en série et donc chacun reçoit 3 volts. On aurait pu en mettre plus que 4 en série, mais il faut forcément une marge de tension pour entraîner le courant à circuler. Pour que le courant soit quand même élevé avec 3 volts, chaque cellule doit avoir une très faible résistance interne. C'est pour ça qu'on utilise plusieurs plaques de zinc. Il faut aussi qu'elles soient le plus proche possible, mais sans se toucher. Mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle atomique? Pour faire simple, on imagine qu'il n'y a que 2 plaques dans chaque électrolyseur. Au niveau de chaque plaque, il y a une réaction chimique. Par convention, le courant électrique se déplace du plus vers le moins, mais en fait les électrons, eux, se déplacent dans le sens inverse. La plaque, au niveau du moins, reçoit des électrons. L'eau réagit avec ces électrons pour donner du dihydrogène et un autre composé. Au niveau du plus, l'eau se transforme en dioxygène, un autre composé, et elle rend des électrons. On voit que la première réaction consomme 2 électrons, alors que la seconde en libère 4. Pour être cohérent, il faut que la première réaction se fasse 2 fois plus vite que la seconde. C'est pour cette raison qu'on produit 2 fois plus de dihydrogène que de dioxygène. Et tant mieux, c'est exactement cette proportion qu'il faut pour qu'ils puissent brûler ensemble. Au bout du compte, les 2 composés ici peuvent réagir ensemble et former de l'eau, ce qui fait que comme réaction finale, on a 2 molécules d'eau qui donnent 2 molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène. Et à chaque fois que cette réaction se produit, on a l'équivalent de 4 électrons qui passent de la borne moins pour rejoindre la borne plus. Chaque électron transporte une charge très faible, mais quand on a une charge de 1 Faraday qui a circulé, alors on sait qu'on a 1 mole d'électrons qui a circulé. Et il faut que 4 moles d'électrons circulent pour produire 2 moles de dihydrogène et 1 mole de dioxygène. 1 mole de gaz, ça correspond à 24 litres. On peut donc en déduire par exemple que notre électrolyseur produit jusqu'à 3,2 ml de gaz par seconde. Et que, quand on produit 1 litre de gaz, le niveau d'eau dans chaque cellule ne descend que de 0,009 mm. Pour tous ceux qui sont intéressés à l'idée de reproduire notre électrolyseur, on va vous montrer comment nous on a fait. Dans tous les cas, comme on vous l'a dit au début de la vidéo, prenez le plus de précautions possible et surtout, n'essayez pas de la reproduire si vous n'avez pas de connaissances en bricolage ou en électricité. Comme toujours dans nos vidéos, il ne vous faut que du matériel de récupération, à l'exception peut-être dans ce cas de la soude. Alors comme matos, il faut une alimentation la plus puissante possible en courant continu et basse tension, des pots de verre avec leur bouchon hermétique, des plaques de métal, nous on a récupéré des plaques de zinc provenant de vieilles carcasses d'ordinateurs, de la colle, des tuyaux, on peut même utiliser des gaines de fils électriques, il faut donc aussi des fils électriques, du sparadrap et bien sûr de la soude. La première chose à faire est de découper des plaques de métal de même dimension, plus il y en a dans chaque cellule, meilleure sera la conductivité. Il faut découper une encoche sur le côté incliné sur chacune des plaques. Ensuite, il faut découper des pièces de plastique de façon à ce que les plaques de métal soient le plus proches possible, mais sans se toucher. On pose les séparateurs, même pas besoin de décoller. Et une fois sur deux, on met l'encoche à gauche et à droite. Ensuite, on met du sparadrap sur chaque extrémité, on serre bien fort, de façon à ce que les plaques tiennent. Et pour être sûr que ça ne se décolle pas, on met de la colle cyano au niveau des liaisons. Ensuite, on met un fil qui relie entre elles toutes les encoches de gauche et un fil avec toutes les encoches de droite. La polarité est donc inversée entre chaque plaque, on profite donc des 2 côtés des plaques qui sont à l'intérieur. Ensuite, on perce 2 trous dans un bouchon, un qui va permettre de laisser passer les fils et l'autre, le tuyau, pour la sortie de gaz. On pense bien à mettre de la colle forte de façon à ce que ce soit parfaitement hermétique. Il faut impérativement fabriquer un anti-retour de flamme à bulles où la production de gaz de chaque cellule est réunie. Si jamais les gaz brûlent à l'intérieur du tuyau de sortie, eh bien jamais la déflagration ne pourra traverser l'eau et rejoindre chacun des bulleurs. Ils sont donc tous protégés. On remplit chaque cellule avec de l'eau du robinet et on ajoute progressivement quelques millilitres de soude équitablement dans chaque cellule jusqu'à avoir le courant maximal de votre alimentation. Si vous voulez faire de la mousse explosive, ça s'arrête là. Maintenant, si vous voulez faire une flamme en direct en brûlant les 2 gaz, c'est là que ça se corse. Premièrement, on fabrique un second anti-retour de flamme à bulles avec un récipient étroit de façon à ce que le volume de gaz contenu entre le niveau de l'eau et l'extrémité du brûleur soit le plus faible possible. Comme ça, en cas de retour de flamme,
on n'a qu'une petite déflagration. Ensuite, il faut utiliser une tige de métal longue et étroite pour ne pas que la chaleur de la flamme fasse fondre le plastique et la colle. Maintenant, il faut utiliser un filtre que l'on place juste avant la flamme. Nous, on utilise par exemple un filtre pour aspirateur, mais on pourrait très bien utiliser un simple bout de tissu. Malheureusement, on ne peut absolument pas s'en dispenser, car il sert à la fois à réguler la pression de sortie des gaz qui n'est pas constante à cause des bulles, mais aussi à éviter le retour de flamme systématique qu'il y a à chaque fois qu'on allume ou éteint la flamme. Malheureusement, c'est pour cette raison qu'il va très vite s'abîmer et qu'il va falloir le changer très souvent. Et après tout ça, c'est pas fini. Il faut que vous trouviez un embout particulièrement étroit. Nous, on utilise un embout qui sert à regonfler certains ballons. Le trou fait moins d'1 millimètre de diamètre. Bien qu'elle soit si petite, cette pièce est très importante. Elle permet d'obtenir une flamme stable, car les gaz se déplacent si vite dans l'orifice que la flamme ne peut même pas retourner dedans.